Bonjour, il est patron de presse, autant dire un métier à haut risque par les temps qui courent. Il a démarré aux Échos, il a travaillé au Figaro, il a beaucoup travaillé à l'étranger, notamment à Tokyo et à New York. Et aujourd'hui, depuis le printemps 2013, il est le patron de la rédaction des Échos. Et surtout, il va être soumis à la question. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour. Lundi 8 décembre, vous allez consacrer un journal exceptionnel, ouvert à de nombreuses personnalités extérieures. Merci d'ailleurs de m'avoir invité, je vais pouvoir vous torturer un petit peu. Est-ce que la presse papier va si mal? Vous êtes condamné à faire des coups de ce type pour pouvoir exister? Non, en réalité, elle ne va pas si mal. Et puis, s'agissant en particulier des Échos, on finit une année historique puisque jamais la diffusion des Échos n'a été aussi élevée de toute son histoire. Donc on se porte plutôt pas mal, on est assez content. Et puis, par ailleurs, le journal est à l'équilibre. Ça faisait quelques années que nous avions une situation économique difficile et aujourd'hui donc on est à l'équilibre. Donc effectivement le journal se porte pas mal, mais non, on fait ça parce que on est très heureux d'accueillir et de faire partager notre passion à quelques grands lecteurs. C'est toujours assez fascinant d'ailleurs de voir des personnalités aussi diverses venir en quelque sorte prendre notre place, écrire des articles. Parfois ils sont intimidés, ils ne savent pas comment s'y prendre, d'autres ont immédiatement trouvé la manière de faire. Donc voilà, c'est un exercice passionnant. En général, il y a en plus une très bonne ambiance. Nos personnalités qui viennent ici finissent la journée ravis, fatigués, mais contents d'avoir fait un journal. Mais est-ce que c'est un coup qui peut avoir un impact au-delà de l'impact publicitaire peut-être, au-delà de l'impact médiatique? Est-ce que ça a un impact sur les ventes? Oui, c'est toujours un numéro qui se vend mieux que d'habitude. On a des hausses de vente entre 20 et 50% suivant les numéros, mais en fait, c'est pas tellement ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche d'abord, c'est ce mélange de personnalités, parce que là, en l'occurrence, il y a quelque chose d'un petit peu improbable dans cette rédaction qui va être constituée de gens aussi divers. Des regards très variés. Si vous voulez, est-ce que le journal sera meilleur que d'habitude? On va faire cohabiter quand même. Je sais pas, le prix Nobel d'économie Jean Tirole ou le patron de Total avec le coiffeur de Lady Gaga ou Daniel Buren ou le pâtissier Pierre Hermé. Enfin, vous voyez ce genre de gens. Donc, alors, je sais, les journalistes sont des gens difficiles parfois à faire cohabiter, mais alors des personnalités aussi variées, c'est une gageure. Mais en général, ça se passe vraiment bien dans une très bonne ambiance. Puis surtout, alors, on demande à ces personnalités d'écrire sur un domaine qui n'est pas le leur. Parce que sinon ce serait trop facile. Vous comprenez, si on demandait au patron de Total d'écrire un article sur l'énergie, bon, on voit déjà ce que ça donnerait. Non, on va les mettre sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Donc ça les déstabilise un peu quand même. D'ailleurs, souvent, ils nous appellent avant, ils sont un petit peu angoissés, ils veulent savoir le sujet, et on fait un vrai journal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner une semaine avant le sujet, puisque c'est l'actualité. Ce sera vraiment... Mais comment vous pouvez garantir justement qu'ils pourront écrire aussi bien que des journalistes? Et au-delà de ça, est-ce que inviter des personnalités extérieures à écrire des papiers de journalistes, est-ce que c'est pas un peu accréditer l'idée qu'aujourd'hui tout le monde finalement peut faire du journalisme et tout le monde peut écrire un papier? Ah non, parce que alors ça, je leur dis, quand on anime la conférence de rédaction, je leur dis, écoutez, vous écrivez vos articles, mais c'est nous qui relisons. Donc, on peut leur faire refaire un article. D'ailleurs, c'est arrivé l'année dernière, quand on avait fait la même expérience, un certain nombre d'articles avaient été un petit peu réécrits. On leur avait dit, non, ça va pas très bien, il faut revoir un peu l'angle, il faut... voilà. Donc, non, c'est vraiment un journal. À nouveau le patron de la rédaction. Et puis surtout, chacun des journalistes de la rédaction est derrière une de nos plumes d'un jour. Et donc, bon, voilà, c'est un travail un peu en commun, en tandem à chaque fois. Quel a été le critère de sélection? Est-ce que c'était difficile de trouver justement ces personnalités extérieures? C'est très difficile parce que on a beaucoup de gens qui aimeraient bien participer. Donc, alors parfois... Il y a des gens qui vous font des demandes, qui veulent en être. Puis parfois, il y a peut-être des gens qui sont un peu vexés de ne pas en être.
comme on fait cette édition tous les ans, on a une manière de s'en sortir. Mais oui, ça intéresse beaucoup. Ce qui est difficile après, c'est de trouver un équilibre entre des gens du domaine de la culture, de l'économie, de la politique, etc. Enfin, on essaye de... Il n'y a pas quelqu'un que vous souhaitiez vraiment avoir et qui n'est pas là toujours. Non, mais là, on a vraiment un panel de personnalités. Je dis, on a fait venir des gens comme le chef d'état-major des armées, général de Villiers, c'est assez original, si vous voulez. Donc voilà. Et puis en même temps, Christine Lagarde va nous faire un article. Elle ne sera pas là physiquement, mais elle va nous faire un article du Pérou, puisqu'elle sera ce jour-là en visite là-bas. Mais elle était très, très contente de jouer la correspondante. Voilà. Donc bon, c'est une manière d'avoir... de faire refléter à nos lecteurs toute la diversité de ce journal, qui n'est pas seulement un journal économique. On parle aussi de politique, on parle aussi de culture, on parle aussi de science, beaucoup. Peu de titres de presse quotidienne parlent autant de science et d'innovation que les Échos. Et le choix d'avoir intitulé cette initiative « La Relève ». La Relève, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est le remplacement aussi, c'est être remplacé par quelqu'un d'autre, c'est le relais. Donc faites attention, il y a peut-être des gens que vous allez inviter qui vont vous remplacer bientôt. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est aussi l'idée qu'il y a une nouvelle élite peut-être dont la France aurait besoin, ou est-ce que c'est le pays qui est à terre et qui a besoin de se relever? Qu'est-ce qu'il faut lire dans ce mot? Vous savez, on a le pays à l'image qu'il mérite. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de passer un message un peu optimiste. L'ambiance est tellement plombée en ce moment. Et quand on regarde sur le terrain, quand on regarde dans les entreprises, dans le domaine de la culture, ailleurs, on voit à quel point il y a des initiatives qui sont prises, à quel point il y a des gens qui se défoncent, qui essayent en plus parce que c'était un petit peu l'angle de cette édition, de faire rayonner la France à l'étranger, et qui y arrivent. Hein. On voit, il y a beaucoup de gens qui s'expatrient et qui ont énormément de succès, et tout ça, ça participe de l'image de la France. De l'antidéclinisme, en fait. Exactement, exactement. Voilà. Ça l'est un peu les autres jours aussi. Oui, on essaye de dire que voilà, ce pays, c'est pas uniquement un avenir plombé comme on a parfois l'impression. Il se passe beaucoup de choses, on a des capacités de rebond phénoménales. Il suffit d'aller à l'étranger, moi j'y ai longtemps vécu, pour se rendre compte en plus de l'image exceptionnelle de la France à l'étranger. En fait, quand on vit ici, parfois on oublie un petit peu toutes ces qualités-là. Et les gens qu'on invite représentent ça, représentent cette France qui avance, qui fonctionne, qui marche, qui est dynamique, qui donne une image positive. Voilà. Vous êtes patron de presse, je disais que c'était un métier à haut risque par les temps qui courent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des défis à relever quand on essaye de faire exister un quotidien comme celui des Échos ou comme les autres quotidiens de la presse française? Est-ce que vous trouvez qu'on est en retard par rapport à d'autres pays, vous qui avez vécu à l'étranger, par rapport à la presse américaine qui a su relever notamment le défi du numérique? Quel est votre plus grand défi aujourd'hui? Il y a des défis considérables à relever, et en même temps, on est dans un métier, moi je crois énormément de toute façon à l'avenir du journalisme, de ce métier qui est à la fois très artisanal. Il faut trouver le ton juste, il faut trouver les bons mots, il faut, un peu comme on accorde un piano. Donc il y a quelque chose qui est du domaine du talent individuel des journalistes. Et puis par ailleurs, c'est un métier qui est technologique, où nous devons tous, enfin toutes les entreprises de presse, investir dans le numérique. Donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup de développement, c'est des logiciels, c'est de la data, c'est de l'analyse de la manière dont les lecteurs utilisent, exploitent, retraitent l'information, la font circuler sur les réseaux, etc. Donc il faut s'approprier tout ça. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, et aux Échos on est, je pense, pas mal en pointe dans ce domaine. Et c'est vraiment le choix à faire, c'est le choix du numérique qui va sauver la presse aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Cette année, nos abonnements numériques, les gens qui ne sont abonnés que sur le numérique, représentent davantage que nos ventes en kiosque. Donc, et les courbes se sont croisées pour la première fois de l'histoire. Les autres, nos confrères généralistes en sont encore loin. C'est vrai que c'est un changement très important. Dans les autres évolutions, il y a également le fait que l'information sur Internet et l'information aussi à la télévision
diffusion en continu soit devenue une vraie concurrence pour la presse quotidienne. Oui, mais comment est-ce que vous luttez contre ça? On y participe à cette information continue. On doit être un point sur lequel, enfin, un puits d'information continue, effectivement. Et donc c'est un défi pour toute organisation de s'adapter à cette nouvelle donne, mais en même temps, je pense qu'on peut y arriver avec l'autorité, la crédibilité, la qualité aussi de la rédaction. Et donc, quand on regarde à l'étranger, les grandes rédactions, les grandes marques de presse qui fonctionnent sur le numérique, elles fonctionnent parce qu'à la base, il y a des journaux comme le New York Times, comme le Wall Street Journal, comme le Financial Times, qui ont une qualité éditoriale très forte. Je veux dire, sans cette matière première, j'aime pas trop ce mot, mais sans cette qualité éditoriale, on n'est rien sur le numérique. Donc voilà, c'est crucial de maintenir ce niveau d'exigence. Et je crois qu'aux Échos, on met le niveau d'exigence très haut. J'ai une dernière question. Il y a un outil de travail qui est formidable, c'est le stylo, le papier. Tout à fait. Vous êtes patron de rédaction, mais si aujourd'hui vous étiez un jeune journaliste, enfin vous êtes jeune, pardon, si vous étiez journaliste, quel papier aimeriez-vous écrire? Moi, j'aime écrire des papiers de terrain. Moi, j'aime partir à l'étranger et surprendre le lecteur français par des observations ou des choses vues et entendues. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus. Oui. Et alors pour ça, le stylo et le papier, ça reste un très bon moyen de... Et j'imagine que vous avez toujours votre carte de presse dans votre poche. Toujours. Quel est votre meilleur souvenir journalistique? Le jour où j'ai eu ma carte de presse. Ah bon? On a tous eu un petit coup au cœur. Ah, ça fait quelque chose, oui. Vous voulez pas nous faire partager peut-être un beau souvenir d'interview? Quelqu'un qui vous a ému ou peut-être quelqu'un qui vous a peut-être conforté ou non dans vos convictions? Quelqu'un qui vous a étonné, surpris? Ah, j'ai eu énormément d'occasions d'être surpris, étonné, etc. Peut-être que c'est au Japon que j'ai eu le plus d'émotions de ce genre. J'ai eu l'occasion de couvrir par exemple des scènes assez difficiles lors du tremblement de terre de Kobe. Et là, il y avait, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui aidaient dans cet univers lunaire de chaos absolu. J'ai des souvenirs aussi du même genre, peut-être encore plus fort, au moment du 11 septembre 2001 à New York, puisque à ce moment-là j'étais aux États-Unis et donc correspondant à New York. Et là aussi, c'est des moments exceptionnellement forts, où d'ailleurs j'étais dans la rédaction du Financial Times à l'époque et on a pu voir ce jour-là mesurer à quel point on avait l'impression que le monde était en train de vaciller, et certains journalistes d'ailleurs, c'est quelque chose qui me restera, perdaient leurs moyens. J'ai vu des confrères vraiment le paniquer totalement, et puis d'autres au contraire se révéler. Voilà, donc ça c'est des souvenirs très forts. En fait, plus l'actualité est forte, intense, et plus on aime ce métier finalement. Et j'ai l'impression que vous l'aimez, ce métier. Merci beaucoup, Nicolas Barré. Donc lundi 8 décembre, voilà. La Relève, à lire sur Internet. En kiosque, sur Internet, sur mobile, enfin partout, quoi. Partout, multimédia. Merci beaucoup.